Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Département de la recherche. Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet. Droit, économie, gestion. Collection presse universitaire de Sceaux dirigée par Jérôme Fromageau. Initié par le département de la recherche de la Faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Sud, cette collection, à destination d'un public élargi, a pour ambition de mieux faire connaître la variété des travaux pluridisciplinaires menés par les centres de recherche et leurs partenaires scientifiques français et étrangers dans les domaines économiques, juridiques et de gestion. Déjà paru. Géraldine GoffauxCallebaut, du contrat des sociétés, Essai sur le contrat instrument d'adaptation du droit des sociétés 2008. Paul Tavernier, Regard sur les droits de l'homme en Afrique 2008. Jean-François Lemaître, Aide, Risque, Information et Organisation 2008. François Jullienlaferriere, Doriane Guinard et Sarah-Marie Maffezoli, Quel sens pour le droit 2008. David Ginocchi, Doriane Guinard, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, Les modèles juridiques français et américains, Influence croisée 2009. Nathalie Goeder, État de droit et droits de l'homme, Échange de points de vue France-Iran, 2010. Gratien Moll Mogolo, Le patrimoine des jeunes églises en République démocratique du Congo, Conditions juridiques de l'autonomie, 2010. Guillaume Delmas, Sarah-Marie Maffezoli et Sébastien Robe, Le traitement juridique du sexe, 2010. Cheryl Suzanne MC Waters et Henri Zimnovitch, Histoire des entreprises du transport, Évolution comptable et managériale, 2010. Jean-François Lemaître, Des bourses aux entreprises de marché, Le commerce du capital dans les turbulences de l'économie de marché, 2011. Joseph Aspiro SEDKY, Guillaume Delmas et Sébastien Robe, L'indépendance de la justice, 2011. Doriane Guinard, Réflexion sur la construction d'une notion juridique, L'exemple de la notion de service d'intérêt général, 2012. Wang Jing, Les migrations intérieures en Chine, Le système du Hukou, 2012. Série Ciné-droit. Nathalie Goeder-Andir, Censure et liberté, atteinte ou protection, 2011. Nathalie Goeder-Andir, Le travail, souffrance ou plaisir, 2012. Correcteur, Caroline Schnettler, Université Paris-Sud. Avant-propos. Camille Broyel. Professeure à l'Université Panthéon-Assas. Ancienne directrice de l'IEDP. Les doctorants de l'Institut d'études de droit public de la Faculté Jean Monnet, IEDP, Université Paris-Sud, présentent ici les actes de la journée d'études des jeunes chercheurs qui s'est tenue à Sceaux, le 18 novembre 2011. Après Quel sens pour le droit ? En 2007, Les modèles juridiques français et américains en 2008, publiés dans la présente collection en 2009, Le traitement juridique du sexe en 2009, publié en 2010, Violence et droit est le thème de cette 5e édition. Organisée, comme ce fut le cas les années précédentes, à la suite d'un appel à contribution, la journée d'études a réuni des juristes de tous les horizons, privatistes, publicistes, pénalistes, théoriciens ou sociologues du droit, provenant de facultés françaises ou étrangères. C'est de ce brassage académique que la journée tire toute sa richesse. Cet avant-propos, qui en réalité n'en est pas un, la présentation de la journée revenant dans les pages qui suivent à Anne Michel, m'offre l'occasion de remercier chaleureusement, au nom de l'IEDP, l'ensemble des contributeurs de ces actes ainsi que Daniel Lochac et Olivier Kella qui ont aimablement accepté de présider les séances. Il faut également remercier ici l'ensemble des doctorants de l'IEDP et plus particulièrement les organisateurs de la journée, Joseph Aspiro-Sedki, Fatma Baleg, Chloé Bertrand, Présentation. Anne Michel. Doctorante contractuelle. Université Paris-Sud. Institut d'études de droit public.
Le 18 novembre 2011 s'est tenue la 5e journée d'études des jeunes chercheurs organisée par les doctorants de l'Institut d'études de droit public, à la faculté Jean Monnet de l'Université Paris-Sud. Nos premières pensées vont vers Madame le professeur Camille Broyel et Monsieur le doyen de la faculté Jean Monnet, Jérôme Fromageau qui depuis 5 ans maintenant, témoigne aux doctorants de l'IEDP une confiance sans cesse renouvelée et un soutien indéfectible dans l'organisation de la journée d'études et la publication de ces actes. Nous en sommes honorés, et tenons à leur exprimer toute notre gratitude pour cette expérience. Nous remercions également Madame le professeur Daniel Lochac, et Messieurs les professeurs Olivier Kella et Jean-Pierre Dubois de nous avoir fait l'honneur de présider et de conclure les travaux de cette journée. Le thème retenu cette année est « Violence et droit ». Avec provocation mais non sans raison, l'on pourrait affirmer que la violence est à la mode pour justifier le choix de ce thème. La médiatisation d'une violence mal définie, aux manifestations multiples en est une explication évidente. Ce sont cependant les rapports oubliés et pourtant intimes de la violence au droit qui fondent l'intérêt premier de ce thème. Dès lors, il s'agit de réunir deux notions que tout éloigne, du moins en apparence, dans les sociétés libérales. La violence peut se définir comme l'emploi illégitime ou du moins illégal de la force. Elle est donc contraire au droit, et ce dernier n'apparaît que pour combattre et encadrer les phénomènes violents. Succède ainsi à l'état de nature la conclusion d'un pacte social qui permet de régir les rapports entre les êtres en fonction de règles, et non plus à raison du droit du plus fort. Assimilant violence et force, Rousseau interrogeait « Qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ?» et de répondre que force ne fait pas droit et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Dès lors, l'ordre juridique apparaît comme la paix incarnée, comme l'institution qui par nature est différente de la force et des violences. Antithétique, le rapport de la violence et du droit est une mise en abîme de ce que chacune des deux notions représente pour l'autre, soit une radicale extranéité de l'une par rapport à l'autre. Les rapports entre violence et droit peuvent malgré tout se révéler plus complexes que ce que la doctrine libérale en a donné à voir. Violence et droit ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Au contraire, ils se complètent et se répondent. Le droit entend certes combattre la violence. Pourtant, ne lui arrive-t-il pas pour ce faire d'employer des moyens dont la nature est proche de ce qu'il prétend éradiquer ? Et que dire de l'acceptation par le juge de certains seuils de violence dans l'action de la puissance publique agissant au moyen du droit ? Comment enfin comprendre la violence intrinsèque à la langue du droit, et à la norme elle-même ? Celle que le discours juridique lui-même véhicule, et sur laquelle repose paradoxalement sa légitimité. Si le droit est violence, violence spécifique qui plus est, sans doute peut-on y trouver une explication dans les effets de la conception weberienne de l'État. Avec Weber, l'État cesse de se définir par ses fins et à l'aune d'une approche plus réaliste, se caractérise par ses moyens d'action. Ainsi, la fin de l'idéalisation du droit et de l'État autorise à réintégrer la violence, en formulant néanmoins une réserve, qu'elle soit légitime. Cette violence légitime est le recours ultime pour faire respecter les normes édictées par l'État de droit. La violence ne cesse donc pas d'être. Elle se transforme. Le droit devient la seule violence acceptable car ces normes recréent un ordre social désirable contraignant. La difficulté à comprendre le terme violence provient alors de ce que cette violence légitime, légale, détenue par l'État s'accompagne d'un glissement lexical et sémantique censé faire oublier l'ambiguïté de la force étatique en lui donnant un fondement nouveau. On ne parle ainsi plus de violence, sans doute à juste titre lorsqu'il faut constater que la violence physique primaire tend à disparaître, mais de force ou de contrainte, insistant par là même sur le regain de légitimité des moyens déployés par la puissance publique. Ainsi, les termes mêmes répandent une conception catégorielle des formes acceptables ou non de violence. De sorte que les rapports entre violence, pouvoir et droit s'obscurcissent jusqu'à entamer leur lisibilité. La force devient légitime, car moralement acceptable, tandis que la violence stricto sensu sombre dans l'illégitimité. Dans la même perspective, on note que la violence, ici contrainte ou coercition du droit qui oblige les individus à se soumettre à la norme disparaît du discours juridique. On préfère ainsi se persuader qu'on obéit librement à la loi, expression de la volonté générale, plutôt que par contrainte physique, rappelle Philippe Brault dans Violence politique. De la même manière,
La violence est tue lorsqu'il s'agit de faire référence à l'exécution forcée des décisions de justice. Enfin, la violence du droit est encore une fois passée sous silence voire autorisée lorsqu'est en cause la survie de l'État et de l'ordre juridique. L'idée de violence demeure mais reste floue car le mot « vacillant » recouvre un sens et une réalité juridique qui n'ont plus grand-chose à voir avec les phénomènes présents à l'état de nature que le droit vient précisément remplacer. En droit, la violence existe donc. Elle n'est pas seulement l'objet contre lequel le droit lutte. Elle est aussi, de façon moins immédiatement perceptible, une conséquence et un moyen du droit. Dit autrement, la violence ne se situe pas uniquement en dehors du droit. Elle trouve en son sein une place réelle. Le rapport dialectique entre droit et violence invite ainsi à s'interroger, dans un premier temps, sur les liens d'assimilation de la violence par le droit, puis dans une seconde partie sur la mise à distance de la violence par le droit. Première partie, la violence du droit. La violence du droit entre moyens légitimes et contradictions dans les termes, une réflexion sur la sanction juridique à partir de Thomas Hobbes. Eleonora Bottini. ATER. Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Centre de théorie et analyse du droit. Pourquoi étudier Hobbes ? Il semble que l'œuvre de Hobbes soit à présent étudiée par des gens respectables avec plus d'intérêt qu'elle n'en a jamais rencontré jusqu'ici. Par gens respectables, nous entendons ceux qui ne risquent guère non seulement de se retrouver en butte à l'ostracisme social, pour ne pas parler de poursuites judiciaires, mais simplement d'être soupçonnés d'opinions malsaines, ceux qui ne sont pas suspects de nourrir des idées subversives. La modernité est parvenue à un point où elle est devenue un problème évident. Voilà pourquoi les gens respectables reviennent à une étude critique de Hobbes. Car Hobbes se présente à première vue comme l'homme qui a le premier rompu complètement avec l'héritage des temps prémodernes, l'homme qui a introduit un nouveau type de doctrine sociale, le type moderne. On ne peut pas ignorer impunément Hobbes. La pertinence de la réponse de Thomas Hobbes au problème de la violence en droit, et donc de la sanction juridique qui lui est inhérent, est confirmée par Max Weber dans le célèbre passage concernant la violence légitime de l'État, même si le contexte spéculatif des deux auteurs est très différent. M. Weber retrouve chez T. Hobbes la question fondamentale du rapport État-violence. Si le pouvoir souverain n'est pas le seul rapport existant entre les hommes basé sur la violence, la notion de violence légitime reste nécessaire pour appréhender la notion d'État, du moment qu'il n'existe d'autre droit à la violence que celui du souverain, et donc autorisé. La différence entre les deux auteurs est, comme on le sait, méthodologique. Si M. Weber construit un topo historiquement situé, T. Hobbes de son côté utilise un modèle abstrait purement rationnel. Ce qu'il faudra expliquer est la prétention de la part de l'État d'exercer ce type de violence pour imposer sa volonté. Quel est son fondement ? Ne représente-t-elle pas un paradoxe à la fois logique et juridique ? Cette question fera l'objet de la première partie de cette analyse. D'autre part, l'actualité de cette question ne cesse de frapper, si l'on regarde les évolutions du droit constitutionnel dans les démocraties contemporaines, notamment en lien avec le développement de l'état de droit. L'ensemble des droits naturels hobbesiens, qui constituent la limite au consentement à la violence étatique sous forme de sanctions et que nous appellerions aujourd'hui droits fondamentaux, est bel et bien le noyau dur des droits protégés par le juge constitutionnel avec le procédé du contrôle de constitutionnalité. Cette forme de sanction dirigée cette fois-ci contre des représentants de l'État n'entre certainement pas dans le cas de figure imaginé par T. Hobbes, mais le parallèle peut à notre sens être fructueux pour une réflexion sur droit et violence de l'État en théorie du droit. Les limites au consentement au pacte civil du sujet de droit et le lien théorique des thèses de T. Hobbes avec la récente, au moins en France, forme de sanction constitutionnelle qu'est le contrôle de constitutionnalité, feront l'objet d'une seconde partie. Avant d'entrer dans le cœur de la démonstration, il faut considérer à quel point le problème de la sanction est primordial pour la philosophie de T. Hobbes. L'importance de cet élément est soulignée par N. Bobbio qui reprend les critères hobbesiens pour distinguer un commandement d'un conseil. Parmi les critères présents dans le Léviathan, N. Bobbio identifie celui de la conséquence de la non-réalisation, c'est-à-dire la sanction, comme étant décisif,
tout en rappelant dans le même temps l'importance pour Théops de distinguer ce qu'est un commandement, une norme, et ce qui n'en est pas un. Mais n'importe quelle sanction, dans le sens de conséquence, ne peut faire office de critère, vu que des conséquences peuvent être attachées aussi au non-respect d'un conseil. Il doit s'agir de conséquences certaines et contraignantes. Ces caractéristiques de la sanction juridique chez Théops et Nbobio ne sont pas sans rappeler les critères d'immanence et d'organisation de la sanction de H. Kelson. Dans le propos qui suit, seront utilisés principalement les chapitres 27 et 28 du Léviathan de Théops concernant les crimes et les peines, mais les références à d'autres chapitres ou ouvrages utiles à la démonstration seront nombreuses. 1. La sanction entre gêne et fondement de la théorie du droit de Théops. Nous allons voir dans un premier temps, a. que la sanction est au centre d'une violente contradiction entre loi naturelle et civile et ensuite, b. que pour résoudre la contradiction, Théops utilise la volonté passive du sujet comme clé de voûte du système juridique. A. Le rôle contradictoire de la sanction dans l'opposition entre état de nature et état civil. En quoi dans la théorie du droit, entendue au sens large de Théops, la sanction est-elle l'un des problèmes principaux de la fonction sociale du droit? Tout d'abord, dans la différence entre le droit de nature et la loi de nature, comme cela apparaît dans le passage suivant de l'analyse d'Okela. Pour le philosophe anglais, droit de nature et loi de nature sont conceptuellement aussi indissociables que le recto et le verso d'une feuille de papier. Ils visent exactement la même fin qui est d'assurer la préservation de la vie individuelle. Pourtant, dans leur modalité, droit et loi de nature se contrarient frontalement, puisque la loi de nature, qui est une obligation pesant sur l'individu, limite nécessairement sa liberté et entame ainsi du même coup son droit de nature qui n'est quant à lui rien d'autre précisément que cette liberté, c'est-à-dire l'absence d'obstacles extérieurs venant empêcher l'usage du pouvoir que détient l'individu, de déterminer discrétionnairement ce qui est utile à la préservation de sa propre vie. La loi de nature impose à l'homme de sortir de sa nature pour limiter sa liberté, elle est donc l'opposé même du droit de nature. La différence entre les deux ne concerne donc pas les buts visés mais les moyens d'y parvenir. Mais cette obligation n'enlève rien à la dimension clairement descriptive et non prescriptive de la loi naturelle, puisque la loi est proprement la parole de celui qui de droit commande aux autres. Deuxièmement, la sanction est très étroitement liée au concept d'obligation. Caractéristique propre aux lois civiles, c'est l'autorité du souverain qui s'exprime à travers ses commandements assortis de sanctions. Est-ce donc la puissance coercitive du souverain qui fonde l'obligatoriété rétroactivement? La réponse ne peut être que négative. Cette puissance existe uniquement par l'acte premier de s'obliger soi-même à obéir aux lois, acte qui crée l'ordre juridique. Ce n'est pas la sanction qui fonde l'obligation, mais la volonté de s'obliger qui fonde la possibilité même de la sanction. La sanction chez Théops est non seulement fondée sur le contrat social, elle est aussi légitimée par son but. Dans une vision téléologique et utilitariste, l'auteur affirme que la peine est ce qui est décidé par le souverain pour mieux disposer la volonté des hommes à l'obéissance. Elle donc tournée vers le futur. Le philosophe part du présupposé que la peine est un mal, donc une violence, mais un moindre mal par rapport à celui qui aurait lieu sans elle. De ces deux orientations de sa théorie de la peine dérive d'une part le principe de l'égalité des délits et des peines. Là où la loi s'arrête, la faute s'arrête. Et d'autre part l'idée de la proportionnalité et de la douceur des peines elles-mêmes. La loi naturelle fondamentale consiste donc en la nécessaire recherche de la conservation de soi à travers le moyen rationnel de la paix. Cela pose le paradoxe de la sanction qui sera notre objet ici, et qui peut être exprimé en deux temps qui ne sont que les deux côtés de la même pièce. Pour le premier temps, on sait que chez Théops la recherche de la sécurité est le fondement de la société civile, où le droit positif, et la certitude de ce droit, est l'antidote à l'anarchie et à la violence. Dans cette théorie juridique existe une exigence que la loi soit définie et promulguée par une autorité, de manière claire et précise et non arbitraire. La sécurité recherchée est certes une sécurité physique, protégeant la vie des individus, mais elle est aussi sécurité juridique, comme nous pouvons appeler aujourd'hui avec une expression contemporaine chère au Conseil d'État, la certitude du droit hobbesienne. Mais alors, comment la violence peut-elle être aussi le fondement de l'État dans la sanction, à côté de la sécurité qui de la violence est la négation?
Le second aspect du paradoxe de la sanction réside dans la relation entre la coercition du souverain et la liberté de l'homme. Comme le professeur Okela l'affirme clairement, la liberté, dans le droit de nature, est ce qui caractérise par nature les hommes par rapport au reste de la nature animée et, en ce sens, représente la possibilité de faire tout ce que l'on veut et que l'on peut pour préserver sa propre vie. Corollaire de ce droit de nature est le principe d'égalité entre les hommes, justifiant le gouvernement de soi par soi et en aucun cas le gouvernement de soi par autrui, injustifiable en nature. Par rapport à la sanction, cela semble provoquer une gêne chez Théops, car le souverain en sanctionnant limite forcément la liberté de l'individu. Comment peut-on donc concevoir l'exigence logique et fondatrice par ailleurs des droits de l'homme, de l'impossibilité de renoncer à sa propre liberté avec la présence pourtant nécessaire et elle aussi fondatrice de l'état civil, de la sanction du souverain? Il existe donc une contradiction, apparente comme nous le verrons, entre la loi positive en ce qu'elle réglemente les intérêts rationnels, et le consentement à être puni et à s'obliger à accepter cette violence contre nous. La violence souveraine est acceptée pour préserver sa propre sûreté, mais cette acceptation est perçue par certains auteurs comme un véritable paradoxe. L'acte de punir définit bien un rapport juridique avec le punissable, mais c'est pour tomber aussitôt dans l'absurde. Comment penser qu'on ait autorisé son propre châtiment? Théops énonce lui-même le paradoxe dès le début de son chapitre 28 sur les peines. Personne n'est censé être contraint par une convention de ne pas résister à la violence. Par conséquent, il ne peut être entendu que j'ai donné à un autre le droit d'exercer des violences sur ma personne. B. Résoudre la contradiction, la volonté passive du sujet comme clé de voûte du système. Comment Théops essaie-t-il donc de résoudre l'antinomie, ou paradoxe de la sanction? Sur ce point, il existe une évolution dans les textes hobbesiens. Dans Elements of Law 1637, le philosophe semble rendre le droit de résistance au souverain un droit aliénable, mais cela n'est pas rationnel car l'homme ne peut pas entre deux mots choisir le pire. Le raisonnement se solde par un échec, et la difficulté est mise entre parenthèses. Dans De Cive, 1641, quelques années plus tard, l'auteur affirme que les hommes, au moment du contrat social, conviennent de ne pas prêter secours à ceux qui doivent subir le châtiment. La tentative de conciliation entre l'impératif naturel de sauvegarde de sa propre vie et l'obligation des apostrophes. Obéir au souverain est expliqué par Théops en distinguant le droit de résister à sa propre punition, et à celle des proches, et le droit de défendre la vie des autres, droit qui reste absolument nié. Ce compromis pourtant explique la possibilité concrète du châtiment mais ne fonde pas le droit de punir. Dit autrement, assister au châtiment des autres personnes qui n'appartiennent pas au cercle des proches et de la famille, ne contraste pas avec l'impératif naturel de préserver sa propre vie. La distinction due de Cive permet à l'auteur d'expliquer la raison pour laquelle les citoyens acceptent en quelque sorte le châtiment du souverain, alors qu'intuitivement, cela va à l'encontre de leur propre nature humaine. Dans le Léviathan enfin 1651, Théops semble trouver une solution. Les individus autorisent tous les actes du souverain comme s'ils en étaient les auteurs, et ils le sont en partie, puisque leur volonté en justifie l'autorité. Par conséquent, celui qui commet une violation du droit, une injustice, est lui-même l'auteur du châtiment que le souverain va lui infliger. La solution est donc la volonté. La convention sociale est le consentement fondamental par lequel on invente un souverain, qui ne peut qu'être fictif car personne, dans la réalité, n'a le droit de gouverner autrui. Pour donner corps à cette invention, la méthode est celle de la représentation. La loi du souverain représente la loi de soi-même, en obéissant à la loi on obéit donc à soi-même. Cette méthode est appelée par le professeur Okela la double fiction de Hobbes. On fait comme s'il y avait un contrat qui dit qu'il faut faire comme si chacun avait abandonné son droit à l'autonomie. Cette fiction provient de la volonté des sujets, volonté qui peut être définie comme passive, parce que le droit de punir n'est pas donné activement au souverain lors de la convention sociale, mais il est abandonné au profit de celui-ci. Il est donc manifeste que le droit que l'État a de punir n'est fondé sur aucune concession ou donation de la part des sujets. Ainsi le droit ne lui a pas été donné mais lui a été laissé, à lui seulement, et aussi complètement qu'à l'état de nature et de guerre de chacun contre son voisin. Mario Cataneo, dans un essai de 1960,
rebondit sur ce point en affirmant que ce n'est pas une concession de la part des sujets mais une extension du droit naturel originaire du souverain qui, lui, ne l'a pas abandonné et qui profite du fait que les autres y aient renoncé. La volonté passive est donc à la base de l'obligatoriété du droit civil, puisqu'on a vu que les lois naturelles ne sont pas obligatoires. L'obligation naît en même temps que la convention sociale, d'un acte volontaire postulé comme étant rationnel, celui d'accorder à autrui la jouissance de son droit, et cet acte est le fondement de l'obligation. Il ne s'agit pas de donner du droit à l'autre, ni de créer du droit, mais de limiter le sien. Toutes les lois, à vrai dire, tournent autour du consentement. La loi divine, car Dieu ne l'a pas transmise de vive voix, donc il faut consentir pour y croire. La loi naturelle est le consentement même que nous donnons au moyen de notre préservation. La loi civile, qui est le symbole même de la décision d'obéir au souverain. La forte unité théorique de la conception hobbesienne de la loi procède de l'unique fondement de toutes les lois, la volonté de ceux qui s'y obligent. Le sens hobbesien d'obligation n'est pas une absence de liberté dans la mesure où les sujets sont toujours libres de ne pas s'assujettir, même si c'est un comportement insensé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.